C'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la scène Impact du Startup Safari animé par Laruche. Je suis Jeanne, responsable de la communication de Laruche, et j'aurai le plaisir de faciliter cette heure d'émission. Cette heure d'émission consacrée au handicap et plus particulièrement à l'entrepreneuriat dans le handicap. En effet, c'était important pour nous, Laruche, de parler de ce sujet-là parce qu'il demeure en France aujourd'hui de nombreuses stigmatisations autour du handicap. Le handicap est encore trop invisible alors qu'il touche 12 millions de personnes en France et qu'un Français sur deux sera touché par le handicap au cours de sa vie. Alors à Laruche, nous croyons que toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre doivent pouvoir le faire, et ça, peu importe leur origine sociale, leur niveau de santé, leur niveau de validité, leur origine territoriale ou leur genre. Et c'est pourquoi nous créons des écosystèmes partout en France dédiés à la naissance et au déploiement de projets de demain, de projets responsables. Et on le fait aussi grâce à des programmes d'accompagnement spécifiques pour répondre aux freins de personnes qui sont porteuses d'initiatives et des initiatives responsables. Nous, on rêve d'un entrepreneuriat responsable, accessible à tous, inclusif et représentatif. Alors, aujourd'hui, pour bousculer les idées reçues sur l'entrepreneuriat dans le handicap, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Laure Baudrillard et Julie, les cofondatrices de HASC, et aussi Laura Verlac, responsable de programme chez HUP. Alors, et on me dit dans l'oreillette qu'il y a aussi Evelyne qui est sur place. Donc, nous serons 4 autour de la table pour discuter des idées reçues autour du handicap et de l'entrepreneuriat dans le handicap. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous apparaissez à l'écran. C'est bon. Ah, bonjour Anne-Laure. Bonjour Jeanne. Bonjour Laura. Et bonjour Pauline. Laura et Pauline. En direct de la ruche. Et bonjour à Julie et à Evelyne. Nous sommes nombreuses autour de la table ce matin pour échanger autour du handicap et de l'entrepreneuriat dans le handicap. Merci à toutes infiniment d'avoir répondu à mon invitation et d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi autour de ces sujets-là. J'en profite aussi pour remercier Startup Safari qui nous a permis de passer des messages aujourd'hui et de participer à ce grand événement. Alors, pour commencer, je vais faire un long tour de table parce qu'on est nombreux. Qui souhaite commencer? Allez, on lance la parole. Moi, je donne la parole à Laura et à Pauline, alors, en direct de la ruche, Paris. Bonjour à tous, merci Jeanne. Donc moi, je suis Laura Verlac, je suis directrice des programmes chez HUP Entrepreneur. Bonjour à tous, je suis Pauline Arnaud-Blanchard, cofondatrice et directrice générale d'HUP Entrepreneur, et puis ravie d'être avec vous à cette table ronde, ravie de vivre cette table ronde avec 3 fabuleux entrepreneurs de l'agence HASC, le handicap au service des compétences. Salut les filles. Salut. Alors, peut-être que Evelyne, tu peux commencer par te présenter? Oui, alors, donc, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Donc Evelyne Moreau-Cormier, je suis donc présidente de HASC et cofondatrice de HASC avec Anne-Laure et Julie. Anne-Laure. Anne-Laure, pardon. J'ai eu du mal à remettre mon micro. Anne-Laure Baudrillard, donc comme le dit Evelyne justement, voilà, cofondatrice d'HASC avec Evelyne et Julie. On est toutes les 3 associées égalitaires au sein de cette agence qu'on a créée en 2017. Et Julie, pour finir? Je suis enchantée, Julie, responsable de la communication au sein d'HASC. Génial, merci beaucoup les filles. Alors, le but de l'émission est d'échanger autour d'idées reçues, de stéréotypes qui demeurent dans le handicap et plus spécifiquement dans l'entrepreneuriat dans le handicap. Alors, pour démarrer, je vais démarrer pour vous rappeler, les idées reçues sont volontairement incisives et binaires, hein, mais on est conscient que la réalité est bien moins manichéenne, donc c'est fait exprès, ne soyez pas choqués. Alors, la première idée reçue, je suis partie du constat que en 2019, il y avait 2 fois plus de personnes en situation de handicap demandeurs d'emploi que chez les valides.
qui m'amène à ma première idée reçue. Est-ce que l'entrepreneuriat est la seule voie pour beaucoup de personnes en situation de handicap pour avoir un vrai revenu et un vrai emploi? Qui veut démarrer? Qui veut réagir? Allez, je me lance. Allez, Julie. Donc non, c'est pas du tout la seule option pour avoir un travail, être rémunéré, etc. Après, c'est vrai que l'entrepreneuriat a des avantages, spécifiquement au niveau des modalités de travail, du temps de travail, du confort dans le travail, puisque c'est vrai qu'en étant entrepreneur, eh bien, on a prise sur tout ça. Donc, si on a besoin, voilà, d'aménager des plages horaires, de travailler dans un confort peut-être plus chez soi, donc c'est vrai que ça permet cette grosse liberté. Liberté qui est aussi à double tranchant, puisqu'il faut bien la prendre en compte au démarrage de sa création d'activité, de savoir si on a l'esprit entrepreneur, si on va arriver à gérer cette liberté, justement. Au même titre que je rajouterais pour justement compléter ce que dit Julie, au même titre que chez les valides, en fait, tout le monde n'a pas une âme d'entrepreneur, tout le monde, voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est d'abord on est entrepreneur. On veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale et si on a un handicap, eh ben on peut justement être accompagné et voir beaucoup plus d'avantages que le salariat, en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes. Côté HUP, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qui est sûr, c'est comme tu le disais, le chômage des personnes en situation de handicap, c'est le double de la moyenne nationale. Il y a des politiques incitatives d'emploi qui font leur boulot et qui permettent l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, mais peut-être que c'est pas assez, en fait. Donc l'entrepreneuriat, c'est un vrai vecteur déjà de retour dynamique dans une vie professionnelle épanouissante et choisie par les personnes en situation de handicap. Ça peut aussi bien être vu comme une voie pérenne qu'une voie de transition. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement, la personne, elle est vraiment aux commandes de sa vie professionnelle et que ça lui donne l'occasion de pleinement exprimer son potentiel et ses compétences, là où dans l'emploi, ça peut être plus contraint ou plus rigide, peut-être, comme le disait très bien Julie d'ailleurs. C'est de pouvoir revenir finalement à soi et se dire, j'ai des compétences, j'ai un potentiel, j'ai un métier que j'aime et que je sais faire. Et il peut s'exprimer pleinement et alors avec quand même des devoirs et des contraintes associées au fait d'être à son compte, évidemment, mais vraiment pleinement, et les limites, c'est finalement moi qui me les pose, plutôt qu'un tiers. Donc, c'est en ça que c'est extrêmement intéressant. Pour autant, il ne faut quand même pas oublier que l'accès à l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, c'est encore un vrai sujet d'égalité des chances, puisqu'il y a 9 fois moins de personnes en situation de handicap qui osent se lancer chaque année. Or, sont-elles 9 fois moins nombreuses à rêver de cela? Je ne pense pas. Donc, il y a vraiment encore des freins et des discriminations dans cet accès à l'entrepreneuriat. Et pour nous, chez HUP, et c'est partagé, je pense, avec ASC, c'est pour nous un droit fondamental. Ça relève de la Convention d'ailleurs des droits de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen. Ce droit d'entreprise, ce droit à l'initiative. Et aujourd'hui, on pense que c'est un droit qui est encore bafoué, qui est encore l'objet de beaucoup de discriminations. Et chez HUP et avec tous les entrepreneurs, on essaie de lutter contre ces discriminations qui sont pour nous inacceptables. Voilà. Il y a encore du boulot, quand même. Si je peux me permettre de rajouter, que pour conforter ce que vient de dire Pauline, c'est que c'est vrai qu'un entrepreneur avec un handicap, au niveau administratif, au niveau démarche, a beaucoup plus de mal à réussir à franchir toutes ces étapes. Ne serait-ce que pour se déplacer, se remplir les documents, etc., etc. Donc, c'est quand même un peu compliqué. C'est pour ça que HUP est à la hauteur, parce que il nous accompagne bien dans ces différentes démarches, mais ça peut bloquer certaines personnes. Alors, merci Evelyne. Vous avez commencé à répondre à mon deuxième cliché, à mon deuxième stéréotype, mais c'est pas grave. Hein. Ça veut dire que c'était bien ciblé. C'était entreprendre, c'est compliqué pour une personne valide, pour n'importe qui. Tout le monde peut connaître des freins à l'entrepreneuriat. Entreprendre en situation de handicap, c'est presque impossible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Impossible, moi je dirais pas impossible.
Mais plus compliqué, oui, mais pas. Je pense que si on est en mesure, on a la force, on a la volonté de franchir ces étapes, même avec les difficultés que ça propose, on est fier d'arriver à notre but d'entrepreneur. Mais voilà. Impossible, je dirais non, puisqu'il y a plus de 70 000 TIH, donc travailleurs indépendants handicapés en France. Ça prouve bien que c'est pas du tout impossible. Après, c'est vrai que c'est pas facile, que le parcours, la démarche en elle-même, comme vous l'a expliqué Evelyne, est pas simple. Mais bon, le salariat aussi n'est pas toujours simple pour les personnes en situation de handicap. Donc, si on a envie de se lancer, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, lancez-vous. Il y a des associations qui vous soutiennent. Voilà, comme je l'ai dit, il y a plus de 70 000 TIH en France, donc c'est possible. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et puis, les avantages qu'on a en tant que, par exemple, salarié, d'avoir un poste aménagé quand on est, par exemple, déficient visuel, comme moi ou Evelyne, sachez que quand on est TIH, on y a le droit aussi. Oui. Donc, voilà, moi, dès que j'ai commencé, j'ai demandé mon aménagement de poste auprès de la GFIP. On n'a pas de médecine du travail, donc c'est pas grave. Je suis allée voir mon médecin traitant. Et il m'a fait carrément le dossier, la petite, le petit. Il a coché les bonnes cases. Ouais, voilà, c'est ça. Il a coché les bonnes cases et il a fait carrément le dossier avec moi. C'est carrément possible et j'ai eu rapidement mon poste aménagé chez moi en tant qu'entrepreneur. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, ouais. Parce que nous, du coup, on a réitéré l'exploit entre guillemets, qui n'en est finalement pas un non plus. 4 fois, puisqu'on a toutes les 3 créé notre société distinctement, et on est toutes les 3 en situation de handicap. Et une 4e fois, on a créé donc une 4e boîte, toutes les 3 ensemble cette fois. Donc, si, c'est bien possible. Vous êtes même un bel exemple qu'on peut entreprendre avec son handicap, et on peut même entreprendre plusieurs fois avec son handicap. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, comme vous le disiez très bien, Julie, non seulement ces entreprendre avec son handicap, oui, bien sûr que c'est possible, parce qu'il y a plus de 75 000 travailleurs indépendants handicapés en France. Il y a 8% de la population active handicapée qui entreprend chaque année. Au passage, c'est plus que le taux légal qu'on fixe à 6% d'obligation d'emploi. Et c'est des boîtes pérennes. 75% des boîtes créées par les personnes handicapées à 3 ans survivent. Là où 2/3 dans le monde ordinaire, si on peut parler comme ça, se plantent. Oui, c'est ça, se plantent. Non, survivent, pardon. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une persistance, une ténacité, et disons-le, même si le terme est un peu galvaudé, une résilience. Si je suis résilient avec ma situation de handicap, c'est-à-dire je m'adapte en permanence, je fais face et j'avance, j'ai exactement l'état d'esprit d'un entrepreneur. Parce que être entrepreneur, c'est bien ça, c'est d'être dans le mouvement et d'avancer et d'inventer au fur et à mesure que les contraintes, les aléas arrivent et qu'il faut s'y adapter. Et je pense que on pourrait presque oser dire, lorsqu'on est une personne en situation de handicap, on est encore mieux câblé que quiconque pour avoir cet état d'esprit-là, en fait. Donc ça, c'est sûr. Oui. L'autre point aussi, c'est de dire que, chers auditeurs qui nous écoutez, sachez que une personne sur 2 d'entre vous connaîtra un handicap au cours de sa vie. Donc, le handicap fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Les dirigeants et les entrepreneurs qui le sont déjà connaîtront cet aléa de vie dans leur parcours d'entrepreneur. Une personne sur 2. Donc, finalement, ce sujet concerne possiblement tous les entrepreneurs. Et on peut retourner la question dans l'autre sens, c'est-à-dire de se dire comment un entrepreneur, lorsqu'il rencontre le handicap, lorsqu'il est déjà entrepreneur, peut apprendre à faire face avec cette nouvelle donne dans sa vie d'entrepreneur et quand même continuer d'avancer, bien sûr. Donc, il faut voir ce sujet aussi dans ce volet-là. C'est un aléa de vie que vous, moi, quiconque rencontrera. En tout cas, on a une chance sur 2 que ça soit le cas. Et donc, ça doit faire partie finalement d'événements de vie qu'on accepte, qu'on accueille, avec lesquels on compose pour avancer. Merci Pauline pour cette magnifique transition vers mon prochain cliché. Est-ce que avant d'entreprendre, il faut accepter son handicap? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va peut-être avoir des points de vue différents. Allons-y. C'est ça qui est intéressant. Vas-y Julie, vas-y. Moi, je vais partir de ma propre expérience personnelle. Je pense que j'étais dans le parcours d'acceptation quand j'ai créé ma première société, mais il n'était pas fini.
Et même à la deuxième, avec Evelyne et Anne-Laure, il n'était pas fini non plus. Et il s'est fini justement avec cette expérience qu'on a vécue à trois. Parce que elles m'ont aidé à avancer. Elles étaient en situation de handicap depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc, elles le portaient et ça m'a aidé à déverrouiller les dernières clés qui me manquaient. Donc, pour moi, le parcours, c'est fini en cours d'entrepreneuriat. Le parcours de l'acceptation du handicap. Super, merci. Moi, si je peux me permettre, je vais vous rajouter que, effectivement, moi, j'ai perdu la vue en cours de vie à 33 ans. J'étais pas du tout entrepreneur. J'étais assistante de direction, salariée. Et en fait, au fur et à mesure de mon parcours avec mon handicap, ça m'a permis, et c'est ce que je disais encore hier, je crois que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas eu mon handicap. Parce que je me suis battue et je me suis rendu compte que c'était une opportunité d'être entrepreneur pour avoir une souplesse, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, mais aussi une rigueur et pouvoir faire valoir nos propres compétences. Génial. Ok. Et me concernant, me concernant, moi c'est différent puisque j'ai un handicap de naissance. Donc au final, moi je me suis un peu débrouillée à l'école. J'étais salariée pendant 10 ans, mais pas des postes où je m'éclatais. Ce que j'aimais, c'était vraiment le contact avec les gens, les collègues, tout ce que je faisais en fait comme vie sociale pendant mon salariat. Et puis à un moment, je me suis dit non, en fait, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'autre chose. J'ai fait un bilan de compétences et la consultante m'a dit mais vous parlez très bien du handicap et vous parlez très bien de l'intégration des personnes handicapées en entreprise. Donc franchement, et vous voulez pas essayer de réfléchir à vous lancer? Et là, j'ai dit non, je me sens pas capable, c'est pas mon truc, être entrepreneur. Moi, j'aime bien mon petit plan salarié. J'ai 2 petits-enfants, j'ai 2 enfants jeunes, etc. Et puis, ça a fait son petit chemin. Et puis, il y a aussi quand même la loi Macron, qui a été, d'ailleurs, Hachop pourra en parler, qui est sortie en 2016. Et du coup, ça m'a donné, en fait, le petit argument, parce que moi, je me suis dit, comment je vais me vendre? Je sais pas me vendre, je suis pas commerciale, blablabla. Et du coup, ça a été un peu un déclic pour me dire, si, en fait, je crois que j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc, j'ai mis en place le processus pour négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur. Et puis, au final, ça a été du coup le début de cette superbe aventure. Et ça m'a vraiment aidé aussi à accepter mon handicap dans le sens où, je vous donne un exemple tout bête. Avant d'être entrepreneur, j'utilisais absolument pas la canne. Je me débrouillais pour sortir sans canne blanche. Alors, je me débrouillais aussi du fait que j'avais une poussette. Donc, c'est bien pratique, en fait, puisque les gens, ils se poussent. Mais après, voilà. Et du coup, après, j'ai essayé la canne blanche pour que les gens me voient, parce que je l'utilise pas pour détecter les choses au sol, puisque je vois suffisamment bien à de courtes distances. J'ai juste besoin, en fait, que les gens me voient pour qu'ils puissent s'écarter, en fait, quand je passe. Et depuis que je suis entrepreneur, je l'utilise et je pourrais plus faire ça, en fait, maintenant. Donc, et puis, du coup, avec les filles aussi, notre chemin, tous les témoignages qu'on a de toutes les personnes qu'on rencontre via notre travail, dans tous les accompagnements qu'on fait, les formations. Du coup, à chaque fois, moi, ça me fait une petite une petite phase en plus pour aller vers l'acceptation. Et maintenant, on est toutes les 3 dans l'acceptation et c'est super, quoi. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que vous avez vous avez découvert, vous avez été en situation de handicap à des moments différents de votre vie. C'est ça. Pauline et Laura, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi chez les entrepreneurs que vous accompagnez? Est-ce que du coup, entreprendre, ça entame une phase initiatique d'acceptation? Alors, je laisserai Laura répondre sur le sujet parce qu'elle connaît bien mieux que moi divers points de vue, diverses situations peut-être. Moi, j'ajouterai un commentaire simplement pour dire que je ne suis pas moi-même en situation de handicap, mais l'expérience d'accompagner
des entrepreneurs en situation de handicap qui font tout ce chemin-là. Ça m'a personnellement, moi, aidé à accepter le handicap de mon frère, qui a été une des raisons pour lesquelles j'ai créé HUP, où j'étais beaucoup dans la colère, dans le combat, dans l'injustice et dans quelque chose de très négatif. De voir toute cette énergie vitale extraordinaire déployée par des personnes inventives qui créent leur propre activité, parfois même de 3 fois rien, et ben ça a été un effet miroir puissant sur un autre regard sur le handicap. Et voilà, moi-même, ça m'a plus personnellement fait évoluer dans l'acceptation de cette situation personnelle. Donc, c'est pas tout à fait exactement lié avec ta question, mais c'est un autre témoignage. C'est intéressant de dire que ça aide aussi potentiellement les proches. Voilà, ça apporte au grand public, en tout cas, un autre regard, ça c'est sûr, je pense. Oui. Et Laura, toi qui accompagnes beaucoup d'entrepreneurs au quotidien? Oui, alors sur l'accompagnement d'entrepreneurs, moi ce que j'avais envie de rajouter peut-être, moi-même n'étant pas non plus en situation de handicap, mais ayant beaucoup observé du coup les entrepreneurs que j'ai pu accompagner et en ayant du coup aussi amené différentes conclusions pour enrichir les programmes et la manière dont on accompagne nos entrepreneurs, ce qu'on a pu remarquer, c'est que le point commun de tous nos programmes et qui est vraiment important pour les entrepreneurs, c'est d'arriver justement à concilier harmonieusement la situation de handicap et les freins qui sont liés à la situation de handicap et l'activité d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir une forte dimension développement personnel, qu'il soit lié à l'acceptation du handicap ou qu'il soit lié à la bonne façon de s'organiser en tant qu'entrepreneur en situation de handicap dans nos programmes. Et c'est pour ça qu'on fait appel à la fois au bienfait du collectif, pour que justement les entrepreneurs puissent échanger entre eux sur leurs challenges, sur l'impact de leur handicap sur leur activité, et qu'on fait aussi appel à des outils comme le coaching, par exemple, pour aider justement ces réflexions individuelles d'acceptation du handicap. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on remarque que pour la plupart des porteurs de projets ou des entrepreneurs qui nous rejoignent, rien que le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que vous disiez les filles à très juste titre, c'est toute une démarche qui ne touche pas seulement la sphère professionnelle, puisqu'en fait, en tant qu'entrepreneur, bien souvent, les personnes vivent ça vraiment pour elles aussi, pour leur vie personnelle, et que du coup, ça a forcément un impact sur la manière dont elles agissent envers les autres et envers leurs partenaires professionnels, mais aussi personnels. Merci à toutes pour votre témoignage. C'est très intéressant parce que c'est très incarné en plus. Merci pour ça. Alors, mon prochain cliché, le handicap, ou plutôt les handicaps, devrait-on dire, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai eu la chance de bénéficier d'une formation par Ask la semaine dernière, donc maintenant je sais. Ils peuvent encore être impressionnants. Et ils peuvent même parfois faire peur pour certaines personnes par manque de connaissances justement sur le sujet. Est-ce qu'un bon handicap est un handicap caché? C'est-à-dire, est-ce que pour réussir, est-ce qu'il vaut mieux cacher son handicap? Vaste sujet. Vas-y Julie peut-être, ou Anne-Laure. Ah bah évidemment, c'est sur moi qu'on envoie au charbon. Non mais moi je t'inquiète. J'irai après toi, t'inquiète. C'est par rapport à ton expérience. J'irai à la mine après toi, t'inquiète. Je dirais que c'est à double tranchant le handicap invisible, parce que oui, on va dire que au tout début, ça peut, enfin on peut croire que c'est un avantage, puisque on a le choix de le cacher. Ce que les personnes en situation de handicap avec un handicap visible n'ont pas. Nous, on a le choix. Donc, de toute façon, en général, c'est ce qu'on fait. On commence par le cacher, des fois même pendant très très longtemps. Et puis, finalement, on se rend compte que on croyait que c'était un avantage et que finalement, ça a peut-être l'effet inverse. C'est peut-être un désavantage, parce que du coup, on va commencer à travailler avec son handicap invisible sans dire qu'on est en situation de handicap, donc il n'y a pas de problème, sauf qu'en fait on tient sur les nerfs, sur les dents, et que des fois on a mal et on ne dit pas, jusqu'au moment où il faut bien dire qu'en fait si, il y a un problème, il y a une situation de handicap, et là du coup c'est l'incompréhension pour l'interlocuteur qui est en face, quoi, et qui se dit pourquoi elle me l'a pas dit avant, comment ça se fait que ça arrive comme ça d'un coup,
qu'est-ce que ça a comme implication, et puis donc la situation a traîné, donc on se retrouve à faire les trucs dans l'urgence. Bon, voilà, donc ça a des avantages et ça a des inconvénients, et du coup, je suis aujourd'hui convaincue que il vaut mieux parler de son handicap, quel qu'il soit, invisible ou pas, aplanir les choses en toute transparence. C'est aussi de toute façon sensibilisant pour l'autre, parce que c'est s'ouvrir à l'autre et tout par-delà finalement, parce que si on s'ouvre pas soi-même, l'autre il peut pas comprendre en face. Vraiment, voilà, dire ça en toute transparence. On l'a dit tout à l'heure, une personne sur deux sera touchée par le handicap au cours de sa vie. Donc, on n'est pas à l'abri que la personne en face elle-même ait un parcours de proche, de loin ou de près avec le handicap et qu'elle peut potentiellement comprendre. Faut pas avoir peur de ça. Au contraire, vraiment s'en servir, se servir de son handicap et de tout ce que ça a de positif aussi, puisque enfin, en tout cas, c'est notre philosophie chez HSC. Pour nous, le handicap n'est pas à cacher. Au contraire, il doit être mis en lumière et valorisé. C'est source de plein de choses, de diversité, mais pas que. Donc voilà. Donc pour nous, il ne faut pas cacher son handicap, bien au contraire. Du coup, moi, je vais avoir, par contre, un discours un peu plus pondéré. Moi, je sais que, en fait, quand j'ai commencé à postuler en tant que salarié après être jeune diplômée, je ne le mettais pas du tout que j'avais une RQTH sur mon CV parce que je n'avais pas forcément envie qu'on me discrimine à l'embauche, à l'entretien. Par contre, comme j'ai un handicap qui nécessite obligatoirement un aménagement de poste, je suis obligée de le sortir à l'entretien. Donc, à la limite, ce que je fais, c'est que ce que je faisais plus jeune, c'est qu'effectivement, je donnais pas, je le mettais pas sur le CV, j'allais à l'entretien et là, à l'entretien, je le disais. Puis, de toute façon, ça passe ou ça casse à ce moment-là. S'ils sont convaincus par le fait que je suis compétente dans le poste dans lequel ils vont m'employer, ils vont mettre en place les aménagements. Et s'ils sont aussi ouverts, effectivement, à accueillir une personne en situation de handicap, ça fonctionne. C'est vrai que c'est plus galère. Donc, je ne sais pas pour les jeunes diplômés s'ils doivent tout de suite mettre qu'ils ont un handicap ou est-ce que, justement, ils doivent quand même essayer de... Sachant que c'est quand même très difficile de percer. Par contre, nous, du coup, comme de toute façon, ce qui est complètement différent aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience aussi, que aujourd'hui, pareil, au niveau, nous, notre activité, c'est accompagner les entreprises dans l'intégration des personnes handicapées, donc par notre expérience, notre expertise et le fait qu'on est nous-mêmes en situation de handicap. De toute façon, la question ne se pose pas, on est obligé maintenant de le balancer directement et de l'afficher. Donc, effectivement, moi, je pense que ça dépend quand même déjà de la personne, de où est-ce qu'elle se situe par rapport à ça. Et derrière, voilà, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, d'ailleurs Laura et Pauline, je sais qu'il y a des entrepreneurs en situation de handicap qui n'osent pas forcément le dire à leurs clients, qui sont TIH. Donc, voilà, c'était mon retour. Evelyne, je crois que tu parles, mais que ton micro est coupé. Bon, peut-être Hachop, si vous Hachop, en attendant qu'Evelyne remette son micro, est-ce que vous avez une réaction à ça? Nous, on se garderait bien d'avoir des recettes toutes faites à donner, bien sûr. C'est comme vous l'avez dit très bien toutes les deux, Julie, Anne-Laure, ça dépend de chacun, ça dépend aussi de finalement l'étiquette avec laquelle on arrive, avec un contact, une étiquette qui nous protège et qui nous permet d'être assez fiers même de parler de son handicap, ou au contraire de se dire est-ce que c'est le bon endroit, le bon moment, la bonne situation pour. Donc c'est très aussi contextuel, bref, on se sent ou pas de le faire aussi. Et puis c'est en rapport avec la précédente question sur l'acceptation du handicap. Donc, bien sûr, enfin nous de notre point de vue, pas de leçons déjà, nous de notre point de vue à donner là-dessus, évidemment c'est propre à chacun et chacun peut avoir de bonnes, très bonnes raisons de le faire ou au contraire de se préserver de le faire. Nous, finalement, la seule recommandation qu'on pourrait avoir, c'est comme tout sujet professionnel tricky, si on peut dire, c'est de se préparer. C'est-à-dire c'est de se donner une ligne de conduite à soi-même qui soit claire, où on est finalement assez confortable avec cette ligne de conduite, et de se donner les bons outils pour finalement, si je le dis, comment je me prépare à le dire,
et à quel moment je l'amorce, etc. De ne pas se laisser prendre de cours. Ou à l'inverse, si je ne le dis pas, et bien pourquoi je suis à l'aise avec cette décision et comment je me prépare à l'éventualité où qu'on me pose la question, etc. Sur ces questions-là, on essaie de tourner, on a un petit centre de formation en ligne qui s'appelle T-Learning, TIH Learning, avec justement énormément de petites capsules très courtes, de 2-3 minutes, sur ces questions-là, justement. Et notamment une question de, effectivement, lorsque je m'adresse à un prospect ou je m'adresse à un client, éventuellement, comment parler de mon handicap. Ces petites capsules sont vraiment le fruit de tout un retour d'expérience de plein d'entrepreneurs et du coup de toutes leurs bonnes pratiques. Et du coup, ça indique pas, ça propose une forme de démarche, de méthode, des petites étapes qu'on peut se donner pour se dire déjà, oui, non, est-ce que j'en parle? Et surtout, évidemment, comment éventuellement je me prépare à en parler pour être à l'aise finalement avec mon petit script ou avec ce que j'ai envie de dire ou pas, en fait. Parce que, encore une fois, on peut aussi décider d'en parler, mais la question derrière, ça peut être aussi comment j'en parle, jusqu'où je vais quand j'en parle, quel niveau de détail je donne ou pas, sous quel angle. Enfin bref, ça soulève tout un tas de questions et finalement, ça va être propre à chacun de se dire jusqu'où je vais et surtout qu'est-ce que je dis pas, comment je me prépare à ça. Et en fait, finalement, tant qu'on est préparé, en fonction des situations qu'on doit gérer pour en parler ou pas, et ben finalement, tant qu'on est préparé, je pense que chacun peut être du coup bien à l'aise dans la posture qui est la sienne par rapport à cette question-là. Voilà, donc c'est la préparation. Ça va dépendre quand même des pathologies parce que je repense à quelqu'un que j'ai rencontré dans mon parcours qui est dans le milieu hospitalier et qui est atteint du VIH et qui me l'a confié à moi en tant que patiente en me disant bien qu'il ne le dirait jamais dans son milieu professionnel et ça se comprend. Que les stéréotypes en la matière sont encore… voilà, donc ça dépend aussi de la pathologie. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Et j'en profite, est-ce qu'on peut retourner la question? Alors là, ça va peut-être être plus challengeant. Est-ce qu'il faut le montrer? Est-ce que pour bénéficier de certaines aides, il vaut mieux pas le montrer? On parlait tout à l'heure des TIH et de TIH business. Est-ce qu'il n'y a pas un avantage à annoncer son handicap quand on est entrepreneur ou quand on est travailleur handicapé indépendant? Pour moi, en fait, tout dépend de son modèle économique et son business de départ, en fait. Parce que en fonction du business qu'on a, des clients qu'on adresse, cet argument peut parler à nos cibles, mais peut très bien ne pas leur parler du tout. Je vous donne un exemple. On a un de nos entrepreneurs qui est membre du conseil d'administration, qui dirige un bureau d'études en urbanisme. Je peux vous dire que les interlocuteurs, c'est des collectivités territoriales, c'est des directeurs de services techniques. L'obligation d'emploi, c'est pas par ce canal-là qu'il va spécialement plus vendre ses prestations intellectuelles. C'est pas spécialement dans son modèle économique non plus. Et les missions handicap des collectivités sont pas spécialement des prescripteurs pour lui. Donc, encore une fois, à mon sens, il n'y a pas de réponse unilatérale à avoir. Ça peut dépendre du modèle économique, de l'activité qu'on porte, des clients que l'on a, la proximité de nos clients avec des missions handicap ou des référents handicap qui peuvent expliquer les choses. Et parfois, c'est difficile, je veux dire, de défendre toute la mécanique autour des TIH à un prospect qui est très éloigné du sujet. On va passer énormément de temps à expliquer les dépenses, la déductibilité, etc. À quelqu'un, c'est pas du tout son sujet, quoi. Son sujet, c'est j'ai besoin de faire appel à vous pour m'aider à gérer mon réseau d'assainissement dans ma collectivité territoriale. Est-ce que vous allez passer sur 1 heure de rendez-vous 20 minutes à lui expliquer le système de déductibilité des dépenses, etc. C'est pas toujours approprié, vous voyez. Donc, ça peut, je pense, un peu dépendre. Là aussi, par contre, ça serait dommage de s'en priver, en tout cas pour soi, de ne pas connaître le dispositif et de se préparer à l'exposer de manière très simple, sans forcément rentrer dans le détail. C'est dommage de s'en priver, ça c'est sûr. Mais du coup, à mon sens, c'est de manière adaptée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les filles, Ask. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être rappeler parce que justement ce fameux dispositif pour que les gens qui ne connaissent pas comprennent. Anne-Laure, tu peux peut-être expliquer? Ah oui. Ou Pauline, comme tu veux. Pauline, peut-être plus Pauline. Comme tu veux. Ok, oui, on le connaît, nous aussi, du coup. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a un peu aussi poussée à me lancer. Du coup, c'est vrai que depuis 2016, nous, alors, juste pour reprendre un petit peu l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises ont une obligation depuis 2005 de devoir
embaucher 6% de travailleurs handicapés. S'ils ne le font pas, ils doivent payer une contribution à la GFIP et cette contribution va servir à aménager les postes, à aider les entrepreneurs qui veulent se lancer, etc. La GFIP est une association. Du coup, ce qui se passe, c'est que sur ces 6% jusqu'en 2020, sur ces 6%, ils pouvaient, sur les 3%, la moitié, c'est-à-dire répondre en faisant des contrats de sous-traitance avec le secteur du handicap. Donc, à l'époque, avant 2016, c'était seulement les ESAT, donc les établissements de services d'aide par le travail qui accueillent des personnes en situation de handicap lourd, très lourd, et aussi les entreprises adaptées. C'est un autre système, c'est une entreprise classique ou une association qui emploie au moins, aujourd'hui, avant c'était 80%, maintenant c'est 50% de travailleurs handicapés. Mais depuis 2016, en fait, les travailleurs indépendants handicapés se rajoutent en fait à toute cette sous-traitance handi-responsable qu'on appelle le secteur du handicap, pour être précis. Et du coup, les entreprises peuvent déduire de leur contribution les contrats, une partie en fait du chiffre d'affaires qu'ils ont généré, qu'ils ont passé, dans les commandes qu'ils ont passées avec les TIH. Donc voilà, et ça c'est vraiment un argument commercial. Donc nous, effectivement, pour nous, évidemment, ça vient tout de suite sur la table, puisque effectivement, nous, on est en situation de handicap, on dit tout le temps qu'on est TIH, donc il n'y a pas de souci. Et puis en plus, on rentre sur aussi d'autres budgets vis-à-vis de cette obligation d'emploi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. Après, depuis 2020, c'est un peu plus difficile de le valoriser parce que les entreprises qui ont dépassé les 6% maintenant ne vont plus pouvoir déduire du coup forcément de leur obligation puisqu'ils n'ont rien à payer. Donc s'ils ont à plus de 6%, ils n'ont rien à payer, ils ne peuvent rien déduire de ce qui passe avec nous. Mais si ils sont engagés et que ça fonctionne et que c'est parce qu'on ne fait pas ça pour faire du social non plus, c'est des vraies prestations. Pour nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire vraiment une vraie prestation. On va vous donner un exemple. Par exemple, on travaille avec la mission handicap d'Amazon. Et ce qu'a dit très justement la responsable mission handicap, c'est qu'au départ, ce qu'elle a aimé, c'était nos prestats. C'était vraiment notre ADN, ce que nous, on véhiculait, notre expertise, notre professionnalisme. Et qu'en fait, elle a réalisé après coup, après qu'on soit tous intervenus chez eux, que finalement, elle pouvait déduire de son budget. Elle n'avait pas capté au départ. Donc, pour elle, c'était même pas… voilà. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de dire qu'au départ, c'est des prestations de professionnels, entrepreneurs qu'on va vendre. Et il y a cette incitation financière, évidemment, que les entreprises peuvent, auxquelles les entreprises peuvent bénéficier. Et généralement, dans les étapes de prospection commerciale, quand on monte des petits cursus ou des petits contenus pour les entrepreneurs sur ce sujet, c'est vrai, nous, généralement, à Chope, le conseil qu'on donne, c'est justement, et c'est exactement ce que illustre Anne-Laure, c'est dans le processus d'avant-vente, quand on approche son prospect, on ne l'approche pas parce qu'on est TIH, on l'approche parce qu'on a des prestations, des compétences à vendre. Et au moment finalement où arrive la négociation commerciale, le devis, c'est là aussi où il y a la cerise sur le gâteau et où ce dispositif est intéressant à valoriser aussi. Mais l'entrée par les compétences, par les prestations, elle est très intéressante effectivement. Et c'est pour ces raisons-là, quand même principalement, que les prospects et les clients s'engagent derrière, évidemment. Ou alors on a affaire, comme tu dis, à du social washing, on n'est jamais à l'abri de ça. Et en même temps, ce n'est pas les clients qu'on a forcément envie d'avoir dans ces cas-là. Mais bon, parfois, on peut tomber là-dessus quand même. En tout cas, nous, non. De toute façon, après, nous, ils voient que… nous, ce n'est pas ces types de clients, c'est vraiment par nos prestations et ce qu'on propose au départ qu'on accroche le client. Et effectivement, comme tu dis, c'est la cerise sur le gâteau. Merci pour vos explications et votre éclairage sur ces dispositifs qui ne sont pas forcément connus de tous. Pareil, ça me fait une super transition avec celui d'après, mon cliché prochain, qui est un peu plus difficile à introduire. Alors,
comme on l'a dit, il y a des choses qui sont mises en place par l'État, des dispositifs qui sont mis en place pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Malgré ça, il reste encore un gros problème, des grosses lacunes dans l'insertion professionnelle, mais aussi dans plein d'autres domaines, notamment l'accessibilité, l'accès aux droits, plein de choses qui sont encore compliquées pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que l'entrepreneuriat à impact a aussi une place et aussi existe-t-il aussi pour répondre à ces défaillances d'État? Est-ce que peut-être Anne-Laure et Julie, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que parce que vous avez vu qu'il y avait des manquements dans le milieu du travail que vous avez eu envie d'entreprendre? Est-ce que Pauline et Laura, est-ce que vous le voyez parmi les personnes que vous accompagnez? Est-ce que c'est parce qu'on se rend compte d'un problème c'est difficile à tourner, mais je ne sais pas si je suis bien claire, mais est-ce que c'est quand on se rend compte qu'on est confronté à un problème, à une défaillance, qu'on se dit, moi j'ai une solution et je vais la mettre en place? Je vais la développer. Peut-être. En fait, pour moi, dans ta question, il y a l'idée de est-ce que tous les entrepreneurs TIS sont des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire l'entrepreneuriat social répondre à un besoin sociétal. La réponse est non. Et tant mieux, ce sont des entrepreneurs avant tout. Donc parfois, ce sont des féroces capitalistes, comme tous les autres entrepreneurs. Parfois, ce sont des risk takers, comme tous les entrepreneurs, des amoureux de la tech. C'est la même diversité. Là aussi, moi, c'est vraiment un idée reçue que j'ai envie de défoncer du pied, ça c'est clair. Arrêtons de faire du bisounoursland, de se dire que forcément des personnes handicapées qui n'entreprennent que dans le handicap et que dans l'entrepreneuriat impact. Ils entreprennent aussi, ils ont des commerces, des petites boutiques, des boulangeries, des restos, des services. Il y a des entrepreneurs aux dents longues et des entrepreneurs au grand cœur. C'est la même diversité. Après, très certainement, il y a quand même évidemment une forme d'attention particulière sur la problématique du handicap, mais elle ne transparaît pas nécessairement dans l'activité entrepreneuriale. À ce sujet, nous menons le 16 avril prochain une restitution très importante qui s'appelle l'ENATI, l'étude nationale des TIH. 540 entrepreneurs TIH prennent la parole. Et je peux vous dire que nous, on ne les connaît absolument pas. Il n'y a que 10% des répondants qui viennent du réseau HUP. Les autres, ils viennent de jeunes saisons. Enfin, si, je sais quand même un peu, mais en tout cas, c'est vraiment des entrepreneurs de tous les horizons. Et nous-mêmes, on a été très étonnés des résultats, et notamment ce résultat-là sur est-ce que mon activité a un lien avec le handicap? Eh bien, seuls 30% d'entre eux ont une activité en lien avec le handicap, sur 540 répondants. Donc, voilà, il faut aussi se dire c'est la même diversité entrepreneuriale, et tant mieux, j'ai envie de dire. Après, parmi eux, il y a évidemment des super entrepreneurs impact, comme le trio Ask en est un très bon exemple. Mais voilà, c'est pas forcément qu'un entrepreneuriat en lien avec le handicap, qu'un entrepreneuriat social. C'est intéressant, merci Pauline, parce que c'est vrai que c'est un gros stéréotype. Et mais moi, je pense que je l'avais. Je pense que tu m'as repris, notamment j'ai dû changer le titre de l'événement aujourd'hui. Oui. Et c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est important. C'est vrai que la ruche, on vient du milieu d'impact, donc ça nous semble important. Mais en fait, voilà, les entrepreneurs en situation de handicap sont des entrepreneurs comme tout le monde et ils sont représentatifs de toutes les envies d'entreprendre. Et c'est important de le rappeler. Anne-Laure et Julie et Evelyne, vous qu'est-ce qui a motivé, du coup, j'en profite. C'est une dernière question et après on répondra à la question d'Anonymous qui est apparu sur l'écran. Qui est-ce qui a motivé Anne-Laure, Julie et Evelyne votre envie d'entreprendre et pourquoi avoir voulu entreprendre dans la formation en entreprise? Et dans l'ESS, du coup. Et dans le... Evelyne, si tu veux répondre, vas-y. Hein. Vas-y, Anne-Laure. Ok. Bon, sinon, je t'aurais laissé. J'ai du mal à entendre, en fait. Là, je pense qu'Anne-Laure a un petit problème de son. Ouais. La parole, puisque ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Du coup, nous... Anne-Laure, on t'entend pas très bien. On t'entend pas, non. Désolée. Peut-être que Julie ou Evelyne, vous pouvez répondre à la place d'Anne-Laure. Ouais, vas-y Evelyne alors. Vas-y Eve. Alors, donc, effectivement, nous, on est engagés
par nos valeurs que l'on défend. C'est-à-dire, effectivement, on a choisi la solution ESS, économie sociale et solidaire, parce que ça nous semble plus correspondre à nos propres valeurs à toutes les trois. On est toutes les trois égalitaires au niveau de la société. C'est une société et pas une association, parce que c'est différent aussi, parce qu'on se bat quand même pour faire du chiffre, mais pas faire du chiffre pour gagner des 100 et des 1000, pour pouvoir avoir des salaires corrects et réinvestir dans nos propres créations de la société, puisque nous créons tout nous-mêmes, les formations, les sensibilisations, les plaquettes, tout est créé par nous trois. Et pour nous, ça me semble important de transmettre ce message auprès des entreprises qui, elles, ont justement avec les autres cabinets de conseil enfin les autres cabinets de conseil qui sont plus orientés vers le business. Nous, on est vraiment vrai, on a envie de faire partager notre vision, entre guillemets, des choses et du handicap aux entreprises. Et je pense que c'est justement l'intérêt que les entreprises ont à travailler avec nous, c'est qu'ils savent qu'on est franche, directe, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... Et nous, c'est nos valeurs, en fait. Donc, effectivement, on n'est pas là à faire du misérabilisme, hein, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est gagner notre vie comme il faut, bien, mais sans en faire un business. Enfin, moi, voilà. si je peux juste moi, au départ, le social, c'était pas du tout mon combat. Oui. D'ailleurs, sur ma première boîte, j'étais partie sur une société de graphisme pour post-apparition de mon handicap, retrouver du travail et retrouver cette sensation de plaisir au travail et surtout de créativité, de liberté que je pouvais encore exprimer via le graphisme et la création de concepts. Donc au départ, c'est ça que je cherchais. Et ensuite, donc j'ai rencontré Anne-Laure et Evelyne qui elles-mêmes étaient donc installées en tant qu'entrepreneurs. Donc l'une en tant que coach en évolution de carrière pour les personnes en situation de handicap dans les entreprises, et l'autre en tant que conseil justement sur la politique handicap des entreprises. Donc toutes les deux déjà investies sur ces sujets sociaux qui faisaient partie de leur ADN d'entrepreneur. Et puis là, je me suis dit, mais alors, en plus, ce que je peux faire, la liberté que je gagne en tant qu'entrepreneur, je peux en plus aller vers de l'impact social. Et ça serait génial parce que du coup, ça me permettrait de mixer mes compétences avec quelque chose qui a vraiment un objet, un but, une valeur, du sens pour tout le monde. Et je me suis dit que ça serait formidable, surtout en tant qu'entrepreneur, puisque donc, encore une fois, la liberté de créer. Et je remercie aussi mes associés de me laisser partir loin des fois. On crée des événements où il y a des pandas partout, des chats, Alice au pays des merveilles, enfin un maximum de choses puisqu'on crée en design thinking, donc pour attirer les gens qui viendraient pas forcément naturellement au handicap. Et du coup, c'est un vrai bonheur et c'est un vrai bénéfice de pouvoir donner en étant bien soi-même. Et finalement, l'entrepreneuriat social, je trouve qu'il me correspond tout à fait et il nous correspond tout à fait. Merci à toutes les trois. Je me rappelle avec émotion de votre campagne Halloween sur le handicap psy. Ouais. Il y a des tas de citrouilles partout. Vas-y, fais-moi peur. J'avais trouvé ça génial. C'est c'était un teasing d'une de nos nouveautés, le mapping des peurs, qui est une sensibilisation au handicap psychique justement sur la thématique d'Alice au pays des merveilles. Et donc qu'on lance cette année et voilà, donc c'est vrai que c'est une belle illustration de ce qu'on peut faire.
J'ai hâte de voir ça. Il me reste 10 minutes et j'en profite pour poser la question de notre visiteur et qui demandait si il existait des aides financières par l'État aux entrepreneurs en situation de handicap. Est-ce qu'elles existent et quelles sont-elles? Bah oui. Bien sûr, il en existe des aides financières aux entrepreneurs handicapés. Il y a à la fois des aides, on va dire, techniques ou des aides financières pour l'équipement, l'adaptation de son environnement de travail. C'est des aides qui proviennent de l'AGEFIP. Il y a bien sûr une aide à la création et à la reprise d'activité venant également de l'AGEFIP. On se bat un peu sur un sujet, c'est que bon, il y a un prérequis qui est demandé par l'AGEFIP qu'on trouve un peu absurde dans l'obtention de cette aide. Et donc voilà, on essaie de, nous à Choc, comme on est incubateur militant, on porte aussi des choses qu'on a envie de changer dans l'environnement, notamment des aides, pour que l'accès à ces aides soit à la fois plus rapide, plus simple et aussi plus logique. Je vous passe les détails de pourquoi, du comment. Mais voilà, il y a quand même 2-3 choses à faire évoluer. Mais donc, on peut mentionner ces aides, il y en a très certainement d'autres, je ne vais pas vous faire toute la liste à la prévère. Ce qui est intéressant pour un entrepreneur en situation de handicap, c'est bien sûr de ne pas s'enfermer lui-même uniquement dans l'écosystème des aides pour les entrepreneurs handicapés. Il est entrepreneur avant toute chose, et donc c'est très important, et ça fait partie de nos accompagnements aussi, d'avoir une culture générale un peu ouverte de toutes les solutions de financement qui existent lorsqu'on crée, lorsqu'on amorce un projet. L'AGEFIP peut faire partie du tour de table du plan de financement d'amorçage à la création, mais pas que. De toute façon, ils n'accepteront jamais d'être les seuls, ça c'est une de leurs prérequis. Et en plus, c'est même plus intéressant pour l'entrepreneur d'avoir d'autres cofinanceurs au démarrage, parce que l'AGEFIP n'est pas un incubateur en tant que tel, elle n'est pas un financeur de l'appui à la créa. Ça fait partie de leur myriade de 40 ou 60 aides. C'est une parmi tant d'autres. Après, on peut parler du réseau d'initiative, on peut parler de la DI, on peut parler d'autres acteurs qui sont vraiment généralistes de l'entrepreneuriat et qui, du coup, en plus de financer, vont apporter des conseils et des accompagnements dans le business plan, dans le plan de financement, qui ont autant de valeur presque que le financement en tant que tel. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, il y a des aides, mais ne pas s'enfermer que dans les aides spécifiques TIH. Ouais, et puis d'ailleurs, Pauline… Un tas d'autres aides. Ouais, je vais te rejoindre dans ce que tu dis parce que il y a cette aide qui est intéressante, l'aide à la création à laquelle Julie a pu bénéficier. Mais moi, par exemple, dans ma situation précise, j'ai pas pu en bénéficier parce que je devais m'immatriculer tout de suite après le départ de mon entreprise. Et le problème, c'est qu'il y a une des conditions qui dit qu'il faut absolument être demandeur d'emploi et ne pas être immatriculé. Donc, ce que tu as dit en termes d'assouplissement, c'est vrai que ce serait sympa. Et pareil, c'est pas du tout logique de ne pas pouvoir facturer à son client juste parce que tu attends une aide. Quoi. Enfin, c'est un peu… Ouais. D'ailleurs, nous, à KSC, on n'a pas eu d'aide. Hein. Non, voilà, on a demandé en fait, et comme ils nous ont dit qu'on avait déjà été immatriculés chacune, on n'avait pas le droit d'avoir l'aide pour la création d'HASC. On s'est débrouillé sans. Ce qui fait que derrière, on n'a pas pu avoir non plus l'aide pour les TI pour la crise sanitaire au départ. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est hyper… on n'a pas forcément d'aide. Et ce que tu as dit, nous, on a bénéficié d'une aide par initiative. Par initiative, un prêt d'honneur, c'est ça, hein? Un prêt d'honneur, c'est ça. Un prêt à taux zéro. Oui. Un prêt à taux zéro, exactement, pour la création. Donc ça, voilà, du fait qu'on est ESS aussi, hein, que c'est l'objet social et qu'on est toutes les 3 TIH. Et voilà, on a quand même… mais bon. Qu'on a été défendre notre dossier devant un jury. Exactement, devant le jury, etc. Ouais. C'est pas du fait de notre situation. J'aimerais rajouter aussi qu'au-delà des aides à la création, post-création, ce qui est important aussi, je pense que c'est l'entraide. Et c'est une de nos valeurs chez HASC. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de faire appel à de la sous-traitance, c'est automatique, c'est sous-traitance en dit responsable, on cherche un TIH en priorité. On a besoin de faire fabriquer des choses, c'est un ESAT, etc., pour que voilà ce tissu entre acteurs justement du milieu du handicap se fortifie, qu'on ose travailler entre nous, se donner du travail.
Et voilà. Et donc c'est une valeur qu'on porte et qu'on aimerait qu'il se développe plus, que ce soit plus automatique entre nous. Merci. C'est notre engagement. Pauline, tu as quelque chose à rajouter? En tout cas, sur la question du financement, ouais, je pense que le mot à passer à tous ceux qui nous écoutent, c'est être entrepreneur dès le début. Être entrepreneur, l'entrepreneur, c'est pas un chasseur de sub, quoi. L'entrepreneur, il monte un projet dans lequel il croit férocement. Il le construit avec ses mains. Il pense à son modèle économique pour l'avenir. Il ne vit pas en disant ça, je vais choper la sub aide à la création de la GFIP. C'est pas une fin en soi. Et donc, et je dirais toute cette belle énergie entrepreneuriale, elle mérite d'être bien entourée, en fait. Des bons acteurs, des bonnes personnes. Ça peut être la GFIP aussi, mais pas que. Et donc, le conseil, c'est aussi diversifier ses risques, diversifier ses financements et diversifier ceux qui vous conseillent, quoi. Voilà, pour être bien entouré et bien vous lancer. Tout à fait, Pauline, tu as tout à fait raison. J'approuve. Merci. Merci, Pauline. Merci, Pauline. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes d'intervention. Alors, ça touche à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un message que vous souhaitez faire passer? Merci beaucoup, Anonymous, pour le compliment. C'est vrai que c'est un sujet très important. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Pauline, Laura, est-ce qu'il y a quelque chose, une actu du côté HUP? Nous, bien sûr, côté HUP, on a envie de dire à tous les porteurs de projets en situation de handicap ou déjà entrepreneurs en situation de handicap qui nous écoutent, de nous rejoindre pour plusieurs choses. Déjà, pour rejoindre notre incubateur militant, notre collectif de travailleurs indépendants handicapés, et aussi potentiellement pour qu'on puisse vous faire bénéficier de conseils et vous faire bénéficier de nos programmes d'accompagnement adaptés aux personnes en situation de handicap qui souhaitent entreprendre, quel que soit le stade d'avancement où vous en êtes, même si vous avez juste peut-être une idée, peut-être une envie, ou si vous êtes déjà entrepreneur, peu importe votre stade d'avancement, vous pouvez nous rejoindre. Et la petite actu, je me permets du coup, puisqu'on a quelques minutes, pour ceux qui ont déjà la preuve de leur concept ou qui ont déjà créé leur entreprise, on a un appel à candidature en cours jusqu'à ce lundi. Lundi, on sera le 12 avril. Jusqu'à ce lundi 12 avril minuit, vous pouvez candidater à notre HUP Academy 2021 pour rejoindre un collectif de 20 entrepreneurs en situation de handicap qui vont avancer ensemble pendant 9 mois dans l'accélération de leur projet. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent mieux connaître encore les TIH, rendez-vous pour les restitutions ENATI du 16 avril. Toutes les infos sont sur le site et puis voilà, c'est vraiment l'idée de donner cette parole à ces 540 entrepreneurs. Vous allez voir que les résultats sont super étonnants et c'est très très riche. Et je vous dis, c'est pas nous qui avons fait l'étude, hein, on se fait le relais, mais voilà. Du coup, c'est une belle étude. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que je trouve que c'est important. Alors, nous, HASC, on a été accompagnés au départ par HUP. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que l'accompagnement. Il y a aussi vraiment la volonté de réussir. Et si on veut être entrepreneur, il faut être capable, en mesure de créer son entreprise. Enfin, on peut être aidé pour des tas de choses et améliorer, par exemple, notre business plan, etc., etc. Mais le départ, c'est vous qui l'avez dans votre cœur, dans votre ventre, parce que Pauline, je crois qu'elle pourra me le dire, il y a plein d'entrepreneurs qui sont passés par HUP, mais qui baissent les bras. Et il faut vraiment qu'au départ, vous ayez la volonté. Merci Evelyne. Alors Julie, un mot pour la fin? Vas-y, Anne, non j'ai une très mauvaise connexion, donc vas-y Julie. Un mot pour la fin. Ravie d'avoir été avec vous tout aujourd'hui, avec ceux qui nous écoutent pour parler de ce sujet-là qui, à notre sens, est quand même important et qui méritait une mise en lumière. Merci à la ruche. Oui. Et puis, merci à HUP aussi. Et puis voilà, si vous voulez suivre l'histoire donc de nous de trois nanas entrepreneurs en situation de handicap, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, HASC, le handicap au service des compétences.
Merci Julie, merci Pauline, merci Anne-Laure et merci Evelyne pour votre temps, pour vos témoignages inspirants. J'espère qu'on a bousculé des idées reçues. J'espère qu'on a sensibilisé quelques personnes et qu'on a permis une meilleure compréhension des enjeux des entrepreneurs en situation de handicap. Merci aussi, je remercie aussi le Startup Safari de nous avoir permis d'organiser cette émission et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère qu'on se verra très bientôt. Merci à toi, merci. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à toutes. Bise. Bye. Bye bye.